Bardella en tête des élections européennes, Macron qui dissout l'Assemblée nationale. La soirée d'hier soir est un vrai cap. Hier soir, donc dimanche soir, avait lieu le vote aux élections européennes. Jordan Bardella, tête de liste RN, a recueilli plus de 31% des voix. Investissez les partis politiques et demandez l'Union populaire maintenant! Ok, si le bloc de gauche est la seule alternative, une union est nécessaire, a priori dans ces projections-là, on le voit bien, pour pouvoir empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité, mais c'est sur quelle base ? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est dans les réactions qu'on a vues hier, c'est qu'encore une fois, aucune leçon n'a été tirée par un certain nombre d'acteurs. Je rappelle que si on arrive aux élections européennes divisées, c'est pourquoi ? C'est que les Verts refusent systématiquement de comprendre qu'ils n'ont absolument aucune implantation au sein des catégories populaires qui votent à gauche. Et après l'élection présidentielle, quand des partis comme le PS sont retrouvés à 1%, pareil pour le PC, pareil pour les écolos, là, il y a eu un intérêt, un alignement d'intérêts. Alors, on nous a dit que c'était pour sauver la gauche, mais il y a eu aussi des intérêts personnels, puisque Mélenchon voulait être Premier ministre et les autres voulaient sauver leur poste, parce que sinon le PS aurait disparu. Le PC aurait disparu, la majorité des partis, les écolos, auraient disparu. C'est ça. Et là, si Mélenchon avait fait comme en 2007, ces partis auraient disparu. Donc, si on est sur cette optique, si on regarde ce que dit Raphaël Glucksmann, c'est dangereux. Encore une fois, les gens comme Raphaël Glucksmann n'ont jamais été une solution à gauche. Ils ont toujours été le problème. Des gens qui ne fixent pas leur bilan, qui, je rappelle, quand ils ont été au pouvoir, ont mené une politique de droite, parce qu'un socialiste, depuis le début du siècle, c'est quelqu'un qui baratine à gauche et qui gouverne à droite. Et là, il y a eu cet accord pour le faire honnête. Les gens y ont cru. Tout le monde a ravalé ce qu'il avait dit sur les uns et les autres en disant oui, en fait, on est tous amis, c'est génial, on a acclamé, le PS a été acclamé par la France insoumise et inversement, tout le monde s'est fait la bise, la NUPES a fait un super score et après, il y a eu cette question de est-ce qu'on siège sur le même nom pour représenter une force ? Et là, plus personne n'a voulu. Alors une fois qu'ils ont leur poste, ils veulent plus. Ah non, on est un groupe, mais on n'est pas un groupe qui a une forme de légalité. Voilà, donc il y a la France insoumise, il y a les écolos, il y a le PS, et puis 3 mois après, on commence à s'en prendre à une partie de la LFI, alors qu'on a été mis au pouvoir avec lui, il faut en finir avec lui, il faut en finir avec l'autre, et ainsi de suite. Parce que là, les gens disent que le désaccord date d'octobre, mais ça date bien d'avant, Vu de la situation historique créée par le résultat des élections européennes et la dissolution, toutes les forces de gauche se parlent constamment, échangent aussi avec les forces syndicales et associatives, avec l'objectif tout simplement de créer une riposte et une union à la hauteur de ce qu'attend le pays. Et donc, ces discussions sont en cours, elles vont se poursuivre. Le Front populaire prend forme. Hier soir, les partis de gauche, dont PS, ELV, LFI, PCF et d'autres, ont annoncé un front uni pour les candidatures aux législatives. L'intersyndicale, elle, a appelé hier soir à manifester le plus largement possible ce week-end pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail. La force syndicale donc se mobilise, le Front populaire prend de l'ampleur. La jeunesse, et pas que, se mobilise dans la rue tous les soirs depuis l'annonce de la dissolution dimanche. Hier, vous savez, quand on était dans notre local d'Europe Écologie Les Verts, avec d'abord le Parti communiste, puis la France insoumise, puis le Parti socialiste, donc nous avons fini tous les partis ensemble. Dans ce local, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est qu'on veut faire les choses sérieusement, donc on prend un peu de temps, on discute bien pour que les choses soient bien calées. Puis il y a toujours un moment où tout le monde est fatigué, on a envie d'en finir, et puis ça traîne parce que tout le monde est fatigué. Et quand j'ai commencé à entendre dans la rue, puisque la manif République d'hier a avancé jusqu'à notre local qui est pas très loin, et on s'est retrouvé avec des centaines de personnes, de jeunes beaucoup, mais pas que, dans notre rue, à crier devant le local où tout le monde discutait, que la jeunesse exigeait le Front populaire, etc. Et on l'entendait, nous, de l'intérieur. Et je peux vous dire que ceux qui sont là, et la virgule, et le truc, et la taille de l'espace, machin truc, à un moment, quand tout le monde est dans la rue, ça accélère un petit peu les discussions. Tout ce qu'a dit Glucksmann, il n'y a pas longtemps, il y a 24 heures, 48 heures, tout ça, c'est tombé à l'eau. Voilà, c'est des arrangements de boutiquiers pour conserver leur circonscription. C'est assez méprisable ce qui se passe à la NUPES. Quand moi qui vis depuis 2 ans au contact d'eux, ils se détestent tous, mais pour sauver leur siège, ça, ils sont en moins de 24 heures, ils sont capables de se réconcilier. C'est assez méprisable en réalité. Dans la soirée d'hier, et le président de la République et ses porte-parole, enfin les différents ministres, etc., ont insisté là-dessus. Le président de la République a parlé de cette gauche du désordre au Parlement. En gros, une version soft de ce qui veut dire par la chien-lit, quoi. Et pareil, ils ont parlé de cette gauche du désordre, de cette gauche non républicaine. Et en fait, on a bien vu que leur attention s'est focalisée sur leur adversaire de gauche.
et pas le score de l'extrême droite. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un Parlement qui ne ressemble pas à ce pays. Est-ce que vous voyez à l'Assemblée nationale l'expression d'une démocratie apaisée? La démocratie apaisée, c'est le débat, c'est pas le combat, c'est pas l'invective, c'est pas les insultes. On vous a vu quand même dans cet exercice-là à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous allez changer d'attitude vous aussi? Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur. Ce moment politique qu'on vit aujourd'hui, il va définir qui est dans le Front populaire, qui est antifasciste et qui ne l'est pas. Et maintenant, c'est à chacun de définir sa ligne politique. Et c'est pour ça que l'intersyndicale, les associations et les partis politiques ont déjà dit qu'ils allaient rejoindre, qu'ils espéraient ce Front populaire. Et on rejoint ce mouvement-là. Mais les personnes qui ne font pas partie du Front populaire seront directement rangées dans une catégorie qui remonte aux heures les plus sombres de l'histoire. J'ai souhaité, suite à l'annonce de la dissolution par le président de la République hier soir, lancer un appel à toutes les formations politiques au sein desquelles il existe des patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur choix passé. Et je souhaite que la majorité que nous portions et que nous présentons dans le cadre de ces élections législatives puisse être la plus large possible. Par conséquent, je suis moi parfaitement disposé à discuter avec des personnalités qui ne sont pas issues du Rassemblement national, directement issues du Rassemblement national, et qui partagent l'ambition de porter au pouvoir dans quelques semaines une partie de nos idées et d'engager, y compris dans le cadre d'une cohabitation, le redressement du pays. Le Rassemblement national n'en est pas à son premier mensonge. Vous avez indiqué qu'il y avait des dizaines de députés sortants qui étaient favorables à cet accord. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Vous savez, les gens chez nous se tiennent droit. Ils ont compris que le moment était difficile. Ils ont vraiment un esprit de résistance. Ce sont des résistants, ce sont des courageux. Et une chose est certaine, c'est que ces valeurs-là, on se tient droit. En n'oubliant pas que notre famille politique, c'est l'héritière de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. C'est comme ça qu'on gagnera. La ligne Sarkozy a assez flirté avec l'idéologie du Rassemblement national. C'est fini, Sarkozy c'est fini depuis 2012. Sarkozy il a perdu, Sarkozy il a fait aussi beaucoup de bêtises. On n'a pas fait le droit d'inventaire, il faudra qu'on le fasse. Il a fait des choses bien, il a fait des choses beaucoup moins bien et c'est terminé. Nous on incarne autre chose et on en a ras-le-bol, qu'on nous rappelle toujours les vieux classiques, les chapeaux à plumes, c'est bon. Après le tremblement de terre provoqué par l'annonce du président des Républicains de vouloir s'allier avec le Rassemblement national pour faire une union des droites, ce dernier s'est barricadé hier dans l'enceinte du siège de son parti. L'ordre était de ne faire rentrer aucun membre de son parti qui était opposé à sa proposition. Face à de telles annonces et un tel comportement, le bureau politique des Républicains s'est réuni hier de manière exceptionnelle pour décider d'exclure Éric Ciotti du parti. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Donc maintenant, ça suffit. J'ai un certain nombre de rendez-vous qui sont prévus avec des membres des Républicains. J'ai également une entrevue qui est prévue demain matin avec Nicolas Dupont-Aignan, parce que je crois qu'il est important, une fois de plus, que tous les courants de la droite et les courants patriotes puissent se voir, discuter ensemble et trouver les moyens de travailler ensemble. Et donc, eh bien, il y a, je crois, aujourd'hui un certain nombre d'idées fondamentales qui nous rassemblent sur les questions d'identité en particulier, face à l'immigration. Les enjeux évidemment de souveraineté au niveau européen sont des enjeux évidemment très importants aussi. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble également à la plateforme qui pourrait nous rassembler. Et on voit bien en écoutant Marion Maréchal qu'effectivement, elle est dans une telle position d'abondance, qu'elle est dans une telle position de pouvoir, du fait de la trajectoire qui est la sienne, du fait du nom de famille, même si elle le masque, qui est le sien, du fait aussi qu'elle prend effectivement place dans une famille politique qui, depuis des décennies et des décennies et des décennies, travaille dans cette perspective-là. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a largement contribué à légitimer les thématiques d'extrême droite, a largement contribué à légitimer cette forme de politique. Il faut le dire, la quasi-entièreté de la vie politique française, elle tourne autour des musulmans, elle tourne autour des étrangers, elle tourne autour des exilés, elle tourne autour des femmes qui portent le voile. Sur l'épisode en France qui sort aujourd'hui à 17h, on a choisi de s'intéresser aux supporters de l'Olympique lyonnais et notamment leur lien avec l'extrême droite. Donc dans l'épisode, le premier épisode, on va à Lyon pour raconter comment donc Lyon est un laboratoire de l'extrême droite en France. Il y a des groupuscules nationalistes, identitaires, violents, racistes qui
ont pignon sur rue en fait dans la ville, ils ont des locaux, ils s'organisent et en fait on raconte dans cet épisode comment ces groupes-là sont aussi liés avec des groupes qui vont au stade et comment en fait les allers-retours se font entre le stade et les groupuscules de la ville. En Argentine, des révoltes ont éclaté dans tout le pays pour protester contre la politique ultralibérale du président. La réforme de l'État menée par le président d'extrême droite Javier Milei a franchi hier un cap. Dans l'optique de trouver une majorité à la Chambre des députés, le président argentin avait été contraint de composer avec le groupe conservateur qui avait imposé des changements importants à ce projet de loi, passant de 600 articles à 238. Ce matin, le Sénat a approuvé le texte de loi Omnibus qui prévoit des mesures catastrophiques pour le quotidien des Argentins. Ce dernier se base sur 2 grands axes, à savoir la privatisation et la flexibilisation du marché du travail. Le programme économique, et nous l'avons dit ici, de Macron et du Rassemblement national est quasiment le même. C'est un programme où on déréglemente, où on n'augmente pas le salaire minimum, où on fait des économies sur la dépense. C'est quasiment le même programme, il y a très peu de différence. Alors certains vont dire oui, c'est Macron qui copie sur moi, l'autre va dire non, c'est moi. Mais au final, c'est quasiment la même chose. Et d'ailleurs, quand on rajoute Zemmour, c'est quasiment la même chose. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on parle trop peu, finalement, d'économie. Alors, j'ai peut-être un biais parce que moi, je suis économiste, mais pour moi, c'est le nerf de la guerre. Nous ne voulons pas garder comme interlocuteur politique ni le bloc bourgeois, ni le bloc facho. Et ça, c'est une vraie ambition que nous devons mener. Or, si nous menons un front populaire maintenant, nous sommes capables de gagner, d'avoir cette hégémonie collective avec des différences dont nous débattrons plus tard, quand nous serons de nouveau hégémoniques. Et nous en débattrons entre nous. Le petit jeu qui consiste à chaque élection à tenter de reprendre le leadership, ce petit jeu mortifère aboutit à ce qu'aujourd'hui on ait une extrême droite à près de 40%. Donc si ça ne suffit pas à sonner le réveil, alors il est à désespérer de la gauche. Moi je ne veux pas désespérer de la gauche et je le dis aux appareils politiques, soyez à la hauteur de ce qu'attendent de vous les Françaises et les Français qui vous regardent. Il y a eu l'accord de principe qui a été acté sans savoir le reste et c'est ça qui me rassure le plus, c'est que peu importe les circonscriptions, les mesures c'est peut-être plus important, mais en tout cas moi je n'envisage pas d'hypothèse où ça n'aboutit pas. Enfin pour moi ça n'existe pas parce qu'on n'a pas le choix, là, notre responsabilité elle est immense et on doit partir ensemble, faire front populaire contre les extrêmes. Et moi, j'en veux énormément à Emmanuel Macron de son inconsistance, de son cynisme dangereux, qui, après avoir joué le jeu de l'extrême droite, notamment sur la loi Asile-Immigration, donne littéralement les clés de Matignon à l'extrême droite, parce que c'est ça le risque qui nous attend. Il y a urgence à contrer le Front National, le Front National, le Rassemblement National, l'extrême droite. C'est important aujourd'hui que la voix des quartiers populaires soit entendue sur différentes questions, sur l'antiracisme politique, sur le racisme, sur l'islamophobie, sur les violences policières. Et moi, c'est tout ce que je représente. Donc, c'était important pour moi d'être là et d'être candidate aussi, puisque je suis candidate sous l'étiquette de la France Insoumise à Meaux. Les organisations de gauche, elles sont présentées ceci comme une responsabilité face à l'histoire, face aux Français aussi, par rapport à ceux qui seraient en fait les victimes potentielles des gouvernements d'extrême droite. Dans le passé récent, qui a été condamné pour antisémitisme? Quel parti? Quel dirigeant? La droite ou la gauche? L'extrême droite ou la gauche? Qui a été condamné dans un passé récent pour négationnisme, révisionnisme, etc. Ce sont des sites dont on connaît les initiateurs et les propagandistes. Quels sont les organes de presse et les librairies qui publient soit sous une version papier, soit sous une version Internet, les pamphlets les plus orduriers, les textes de cette période, la droite ou la gauche? Non, il faut être sérieux. L'antisémitisme n'est pas au cœur de la pensée d'aucune force politique de gauche aujourd'hui. Nous allons maintenant vous présenter le résultat d'un énorme travail collectif qui a été réalisé ces derniers jours, ces dernières nuits, et qui fait que nous sommes au rendez-vous de l'histoire.